Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, c'est le titre de votre essai paru chez Stock, qui est un essai, on va dire, je dirais engagé, documenté sur la réalité de ce que sont les réfugiés aujourd'hui, avec un souci de votre part, je vais vous laisser parler, rassurez-vous, on va dire de la définition exacte de ce que sont les réfugiés, parce qu'il y a beaucoup de confusion, Najat Vallaud-Belkacem. Oui, merci beaucoup. Peut-être une présentation rapide, voilà, à quel titre on parle tous les deux. Donc moi, notamment en ma qualité de présidente de France Terre d'Asile, j'allais dire plus généralement parce que depuis des années maintenant, j'évolue, je regarde de très près, je suis praticienne en quelque sorte de ce sujet des demandeurs d'asile, des réfugiés, des déplacés forcés, qui est un sujet extrêmement important en fait, qu'on a besoin de mieux comprendre, de mieux appréhender, parce qu'il ne va pas s'arrêter demain malheureusement à l'aune des conflits. Regardez la canicule aujourd'hui. Voilà, et le changement climatique, même si aujourd'hui dans les textes vous ne voyez pas reconnaître le statut de réfugié parce que vous fuyez le changement climatique. Pas encore. Mais peut-être demain faudra-t-il le faire. Bref, donc c'est un sujet que les citoyens ont vocation à mieux connaître, parce que c'est aussi un sujet qui fait l'objet évidemment de beaucoup de manipulations. Et donc soit ils sont infantilisés, soit ils sont carrément trompés, et il faut arrêter, et c'est la raison pour laquelle, avec Benjamin Michalet, qui de son côté est un économiste, un scientifique en charge des questions de migration mondiale depuis des années, et qui connaît toute la recherche sur le sujet dans tous les pays du monde, nous avons voulu finalement aller puiser à cette recherche pour trouver les réponses aux questions que se posent les Français. Alors vous dites donc l'ambition, parmi les ambitions, c'est ce que vous dites dans votre essai, c'est de reprendre le contrôle, vous dites. Mais de quoi au juste, Najat Vallaud-Belkacem ? Le contrôle du récit en réalité, de comprendre, en fait, reprendre le contrôle de la compréhension, de l'appréhension de ce sujet. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? Exactement. Voilà. C'est la question à laquelle il faut répondre. Alors, un demandeur d'asile, c'est un déplacé forcé. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix, qui est poussé par les circonstances. Quelles sont ces circonstances ? Le fait d'être persécuté chez lui en raison notamment de sa race, de son ethnie, de son opinion politique, de sa religion. Tout cela est bien décrit dans la Convention de 51. Oui. Ça, c'est la persécution. Et il y a la deuxième situation qui fuit un conflit de haute intensité où il risque sa vie à chaque instant. Donc, c'est des gens qui n'ont d'autre choix que de fuir chez eux. Et qui, fuyant chez eux, en fait, si on prend ce que sont les demandeurs d'asile d'aujourd'hui, on se rend compte que l'immense majorité fuit chez eux pour rejoindre un autre territoire de leur propre pays. Ils sont déplacés forcés, mais ils restent à l'intérieur de leur pays. Ensuite, vous dites que 85% fuient leur pays, soit changent de région dans le pays. Voilà, exactement. Soit vont dans les pays voisins. Limitrophes. Limitrophes. Donc, comme c'est beaucoup des gens du Sud, parce que les conflits aujourd'hui, même si on en connaît un en Ukraine, en Europe, mais l'essentiel des conflits sont malheureusement au Sud. Les gens qui fuient le Sud, en réalité, restent dans ce Donc, vous Sud. parlez des 15% qui viennent... Donc, seuls, entre 15 et 20% finissent par continuer jusqu'au nord. Et donc la question, c'est finalement quel est l'accueil qu'on leur réserve ? Quel est le regard que l'on porte sur ces demandeurs d'asile depuis quelques années, depuis une dizaine, quinzaine d'années environ ? Et contre toute attente, vraiment de façon contre-intuitive, la notion de réfugié qui longtemps dans l'esprit de l'opinion publique a été quelque chose de noble, c'est-à-dire on disait on peut contester l'immigration économique, on peut contester ceci, cela, mais par contre les réfugiés, c'est vrai, il faut les protéger. Contre toute attente, aujourd'hui, c'est celle qui s'est la plus dégradée. C'est-à-dire que c'est à l'égard de cette notion de demandeur d'asile et de réfugiés qu'il y a le plus de suspicion, voire d'hostilité, qui a été beaucoup construite, mais qui aussi s'est alimentée aux images que l'on voit circuler en permanence, où on voit des gens sur des radeaux, des bateaux de fortune sur le point de faire naufrage, avec un sentiment à la clé qu'ils sont trop nombreux, qu'ils viennent de façon massive. Ce sont aussi des images qui attirent la compassion quand même, Najat Vallaud-Belkacem. Quand il y a des drames, souvenez-vous, cet enfant sur une plage italienne, ce bébé, ce sont des images qui aussi frappent les opinions, mais de façon plutôt, on va dire, avec beaucoup d'émotion. Il n'y a pas simplement du rejet, vous dites de la manipulation. Évidemment qu'il y a de la manipulation tous azimuts. Moi, je voudrais vous opposer quand même certaines choses pour vous faire mieux développer votre argumentaire.
comme par hasard, si vous voulez, l'image du réfugié, du vrai réfugié, si je puis dire, s'est dégradée au fil des années parce que l'état économique et social du pays, lui aussi, se dégrade. Il y a une forme de corollaire. Hein. Alors, commençons vraiment par, justement, c'est ce que cherche à faire ce livre, par clarifier les choses. Allons-y. À force de voir ces images représentant des gens sur des bateaux de fortune en train de faire naufrage, on en est venu à considérer que à chaque fois qu'on parle de migration, en fait, ce sont des gens dans cette situation-là dont on parle. Non. Donc, en fait, l'image du demandeur d'asile sert aujourd'hui d'illustration à l'ensemble des chiffres de la migration. Par exemple, dans un pays comme le nôtre, il y a à peu près 336 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Eh bien, un certain nombre d'observateurs ou d'acteurs du débat public vont vous présenter ces chiffres-là en vous disant, grosso modo, c'est des migrants, avec associé à ce mot l'image de réfugiés, de déplacés forcés sur ces bateaux-là. En fait, tout cela est faux. Ce que nous commençons par dire, c'est que les demandeurs d'asile, les déplacés forcés qui arrivent sur notre territoire, en fait, ils sont une proportion extrêmement minimale par rapport aux autres migrations. Les migrations les plus nombreuses que nous avons dans un pays comme le nôtre, c'est d'abord les étudiants étrangers, puis la migration économique, puis la famille, les couples mixtes, etc. Et les demandeurs d'asile, finalement, ça n'est que 12%. Alors, pour être précis, hein, vous disiez 330 000, alors il y a le chiffre de gouvernemental, hein, effectivement, vous avez raison, 336 700, et vous avez raison, le tiers, 109 000 des poussières, ce sont les étudiants. Les motifs familiaux, 90 000, c'est le quart, et il y a les motifs humanitaires qui sont en forte augmentation, mais on va dire c'est 55 000, hein, et les titres de séjour pour motifs économiques sont stabilisés autour de 55 000. Voilà. Donc ce n'est qu'une part de tout ça. Donc en fait, ce que je cherche à dire, et c'est très important de le comprendre, c'est que les demandeurs d'asile, vous savez, ceux-là même que le droit international nous impose d'accueillir pour instruire leurs dossiers, etc., et c'est ça qui gêne beaucoup de gens parce qu'ils se disent on n'a pas d'autre choix que de les accueillir, c'est attentatoire à notre souveraineté. En fait, ceux-là ne représentent qu'une infime proportion. Ils prennent une place disproportionnée dans le débat public, mais en fait, ils sont un tout petit nombre. Pour donner des chiffres clairs, en 2024, vous aviez à peu près 133 000 demandeurs d'asile qui ont demandé l'asile en France. Bon, et parmi ceux-là, d'ailleurs, on en a accepté à peu près 70 000, donc on n'accepte pas tout le monde. Donc, en fait, il faut comprendre que depuis des années, cette figure du demandeur d'asile, du déplacé forcé qu'on n'a pas d'autre choix que d'accueillir, elle s'est imposée dans le débat public comme la traduction de ce qu'est la migration de façon tronquée, fausse. Parce que les étudiants étrangers, donc 30%, les travailleurs qualifiés, etc., ça, pour le coup, un État, notre État, peut tout à fait réguler cette migration volontaire-là. Et en fait, la question, c'est pourquoi il n'a pas une politique publique volontaire sur ce sujet-là, en disant parfois on a plus besoin, parfois on a moins besoin, et reprendre le contrôle, c'est ça finalement. En sortant des clichés, Najat Vallaud-Belkacem, mais je me fais l'avocat du diable, il faut bien que quelqu'un vous porte la contradiction. J'ai ce rôle-là, il se trouve ce matin, j'aurais bien aimé qu'il y ait une personne qui pense à l'inverse de vous, mais je traduis ce que j'entends. Hein, que quand vous dites 130 000, ce n'est pas beaucoup eu égard à 68 millions d'habitants en France, mais 130 000, c'est une ville moyenne. On pourrait vous rétorquer que c'est une ville moyenne qui arrive chaque année en France. Oui, vous avez raison, la moitié est à peu près rebootée, enfin retoquée, pardon, déboutée, pardon. Mais que deviennent-ils au juste? Parce qu'il y a 20 000 expulsions par an en France. Parmi elles, certains demandeurs d'asile. Le problème, c'est que ceux qui sont déboutés du droit d'asile ne partent pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, Najat Vallaud-Belkacem, et je vais aller dans le sens de ce que vous dites, la France ne sait pas accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile. Pourquoi ? Parce que les process sont trop longs. Il faut se mettre à la place du parcours de celui qui arrive, ou celle qui arrive, hein, qui débarquerait à Marseille, je dis n'importe quoi, qui aurait un ticket de métro ou de train pour aller jusqu'au tribunal concerné. Il faut aller à l'office qui s'occupe des réfugiés. Il y a ensuite des rendez-vous avec les tribunaux. Il y a ensuite, ça prend des mois. Ça se passe dans des chambres d'hôtel. On va de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Ça n'avance jamais. Pendant ce temps, ceux qui prétendraient à occuper un emploi, par exemple, ne peuvent pas le faire. Les process sont trop longs.
Et c'est ce qui pose problème. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, toutes les questions que vous posez sont évidemment il y a beaucoup de questions en même temps, j'en conviens. Non, elles sont justes et complètement légitimes et on en parle beaucoup dans le livre. Mais je crois que pour vos auditeurs, il est important de commencer par rappeler pourquoi est-ce que le droit d'asile, c'est quelque chose d'important. Parce que, en fait, le problème, c'est que sinon, on s'y perd. Après, on abordera les dysfonctionnements. Mais pourquoi c'est important, le droit d'asile? Et pour vous l'expliquer, je vais repartir de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'est l'histoire qui a construit le droit d'asile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des Juifs d'Allemagne qui, voyant ce qui se passait, évidemment, dans ce pays, on cherchait à fuir la folie d'Hitler et qui ont frappé à la porte des pays voisins. Et un certain nombre de ces pays voisins ont refusé d'ouvrir leurs portes. Et donc le chemin de ces fuyards, de ces demandeurs d'asile, on va les appeler comme ça, s'est terminé dans des camps d'extermination. La Convention de Genève, qui date de 1951, n'a pas été adoptée par hasard en 1951. Elle a été adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans toute cette période où on s'est dit plus jamais ça, plus jamais laisser entre les mains d'un État tortionnaire des gens, des individus sans leur prêter assistance. Et donc en fait, il faut comprendre que ce droit d'asile, il est incroyablement précieux. Que quand des gens fuient des persécutions, et on en a eu un exemple très récemment avec les Syriens, lorsque les caméras de télévision sont entrées au moment de la chute de Bachar el-Assad dans les prisons de Bachar el-Assad et qu'on a vu à quoi ressemblaient les salles de torture, de détention, etc. Eh bien, quand les gens fuient ça, personne n'a envie de rester. Hein, mais personne ne peut rester. Personne. Mais surtout, vous ne pouvez rien, leur reprocher et vous leur ouvrez la porte et vous instruisez leur dossier. C'est légitime, évidemment, d'instruire leur dossier, ce que fait en effet l'OFPRA, puis la Cour nationale du droit d'asile, s'il y a appel, va instruire le dossier des personnes qui viennent demander l'asile. Ça, c'est le principe que vous évoquiez à l'instant, Najat Vallaud-Belkacem, la nécessité de dire les choses, d'avoir des données chiffrées, de savoir ce dont on parle, le statut de réfugié qui est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale, qui est quelque chose qui est aujourd'hui, on va dire, noyé dans une sorte de méli-mélo de l'approche que l'on a plus ou moins, on va dire, documenté, c'est ça l'idée de ce qu'est la migration en général. Il y a toutes sortes de migrations. C'est ça, c'est-à-dire je rappelle que l'homme migre depuis la grotte. Tout à fait, tout à fait. La migration, ça a toujours existé. Cette histoire. Mais en fait, en première partie de cette émission, on s'est attaché, je l'espère, à bien rappeler les chiffres et les proportions pour comprendre à quel point c'est étonnant que les demandeurs d'asile et les réfugiés prennent toute cette place dans le débat public sur les migrations, alors qu'en réalité, ils représentent une toute petite proportion. Donc, ensuite, j'ai essayé de rappeler pourquoi c'était important, le droit d'asile, et pourquoi c'est précieux. On ne peut pas laisser quelques manipulateurs nous l'enlever, en fait, parce que demain, potentiellement, on risque d'en avoir besoin, y compris pour nous-mêmes. Donc, il vaudrait mieux s'échiner à le protéger, ce droit. Troisièmement, ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'un certain nombre, quand même, de manipulateurs ont petit à petit jeté la suspicion et l'opprobre sur le statut même du demandeur d'asile et du réfugié. D'abord en prétendant que la plupart d'entre eux étaient des fraudeurs, qu'ils prenaient les chemins de l'asile pour d'autres raisons que la persécution ou le risque de mort imminente. Et en fait, normalement, encore une fois, à l'aune de l'ouverture des prisons de Bachar el-Assad, c'est-à-dire 10 ans après l'accueil des Syriens, c'était il y a 10 ans qu'on les a accueillis, on est capable aujourd'hui d'y voir plus clair sur tous ces procès en légitimité permanente. Et en fait, on se rend compte que quel est l'individu qui rationnellement, pour d'autres raisons que la peur pour sa vie, traverserait le désert libyen, prendrait le risque qui est désormais documenté de se faire torturer en Libye, de mourir en Méditerranée pour arriver chez nous. Donc le plus probable quand même, c'est que les gens qui fuient parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alors ensuite, quand ils arrivent chez nous, que leur dossier est instruit, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 70 000 sur 130 000 qui sont acceptés, ça veut dire que le reste ne le sont pas. Le reste qui ne le sont pas, est-ce que ce sont des fraudeurs ? Pas forcément. Peut-être que eux, dans leur esprit, ils se sentaient légitimes à fuir, mais simplement que ça ne correspond pas à notre cadre à nous. D'ailleurs, quand on regarde, qu'on compare avec les pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne, etc., on regarde quelle est la proportion d'acceptés
parmi les demandeurs d'asile qui arrivent chez eux. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes proportions, ce qui signifie bien que tout ça est quand même assez sujet à interprétation. Najat Vallaud-Belkacem, je vais vous opposer un ressenti un peu que au travers de ce que nous pouvons faire dans notre travaux journalistiques. Oui, vous avez raison, il y a d'un côté l'asile conventionnel selon la Convention de Genève, et vous avez raison d'en rappeler les principes éminents, et puis de l'autre, il y a, vous savez, l'opinion publique, ce n'est pas que de la manipulation. Vous avez des gens très raisonnables que je croise régulièrement qui s'inquiètent de l'état de la réalité économique et sociale de ce pays. Je donne des chiffres idiots. Vous avez une dette cumulée à 3 6 même milliards d'euros. Vous avez 40 milliards en plus. Vous avez 114% du PIB aujourd'hui pour ce qui est de cette dette. Vous comprenez que nous n'avons plus forcément les moyens de certaines ambitions. Je continue. Vous avez un taux de chômage qui est à 7,3% de la population active, grosso modo près de 2,5 millions de personnes qui cherchent un emploi dans ce pays. Vous avez un parc HLM très important, très insuffisant. Vous avez 2,5 millions de demandes HLM en attente, pas seulement des Gaulois et des Français de souche. Je fais exprès de forcer le trait par rapport à ce que vous dites sur la manipulation. Je ne nie pas qu'il y ait une forme de manipulation, mais vous avez un pays qui est inquiet, qui est exempt, qui va dans le mur. Et si vous voulez, l'idée, c'est que est-ce qu'il a encore les moyens d'une ambitieuse politique d'accueil de la migration, quelle qu'elle soit? C'est la question qui est posée aujourd'hui. C'est la réalité économique et sociale du pays, sans passer par, je comprends, les combats politiques et les intentions cachées des uns et des autres. Tout à fait, et vraiment, je tiens à préciser c'est de ça dont on parle, hein. Je tiens à préciser que ce livre, nous ne l'avons absolument pas rédigé avec Benjamin Michalet sur le mode du traité de valeurs humanistes, etc. Non, c'est un essai chiffré, un essai scientifique. Je reconnais, c'est très technique. Oui. Et d'une certaine façon objectif et neutre. Et donc, dans l'objectivité, nous sommes allés regarder toutes les recherches qui ont été menées sur l'impact économique, en effet, des réfugiés, des demandeurs d'asile, et même, j'allais dire, de la migration économique, estudiantine, etc. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'économie. Tout ça a été étudié, mais au trébuchet. Jamais, en aucun cas, vous ne trouverez de chercheurs qui vous disent ça coûte à l'économie du pays d'accueil. Pourquoi ? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation, elle est toute petite, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il ne faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Dès que ces personnes sont autorisées à travailler, et c'est là qu'on aborde les dysfonctionnements que vous évoquiez tout à l'heure, quand leur donne-t-on la possibilité de travailler ? Accueillir, encadrer... Bien sûr, accompagner. Mais il faut juste une politique publique sérieuse. Il faut arrêter avec les débats qui ne servent que à créer des écrans de fumée. Beaucoup de gens utilisent la question migratoire. Le problème, c'est que le pays en question, quelles que soient les majorités qui se sont succédées, que ce soit la droite ou celle à laquelle vous avez appartenu, vous avez été ministre de la République sous François Hollande. Ce pays, il ne sait pas accueillir. Ce pays ne sait pas relever l'économie. Ce pays ne sait pas fabriquer suffisamment de logements. Ce pays, etc., etc. C'est le problème qui est posé. C'est le problème du trop-plein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, couper le robinet de l'immigration. Ce que je dis, c'est que le ressenti des individus, par-delà les combats politiques, c'est aussi une forme d'inquiétude d'un pays qui n'arrive pas à se relever. Et donc, il se dit, comment est-ce qu'on fait pour tout faire ? Voilà. Alors, attendez, je vais vous donner un exemple. C'est une vraie question. En fait, je vais même vous donner deux exemples. L'Espagne et l'Italie. Je veux faire de la politique, là, ce matin. Non, mais l'Espagne et l'Italie, qui sont pourtant avec des gouvernements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Madame Meloni, d'une part, et Monsieur Sanchez d'autre part, donc la gauche en Espagne, ont pris la décision de régulariser des travailleurs sans papier par centaines de milliers ces derniers mois. Par exemple, en Espagne, sur les 3 ans qui viennent, ils vont en régulariser 900 000. Ils ont, tous les deux, ces pays, des taux de croissance insolents. En fait, on a besoin dans nos pays d'avoir, y compris des travailleurs étrangers, en emploi, dans un nombre d'emplois sous tension extraordinairement important.
y compris pour résoudre la question des déserts médicaux, la question des services publics en souffrance, la question des logements qu'il faut construire en nombre. En fait, si vous voulez, les deux sujets ne s'opposent pas. C'est pas parce que vous accueillez des nouveaux venus que vous allez avoir plus de déserts médicaux. Au contraire, les nouveaux venus, vous accueillerez beaucoup de médecins parmi eux. Donc c'est une solution possible aux déserts médicaux. Vous voyez. Et c'est ce que vous défendez dans Réfugiés. Hein. C'est un livre que je rappelle. Hein. C'est quand même, c'est pas un brûlot. Hein. C'est un livre technique. C'est un livre qui se veut sérieux, tout simplement, et qui s'adresse aux citoyens en lui disant tout ça est un sujet trop important pour le laisser entre les mains des manipulateurs ou des technocrates. Ressaisissez-vous-en parce qu'en fait, c'est aussi de vous et de vos enfants qu'il est question dedans. Le temps passe vite, hein, l'heure tourne. Pourtant, nous sommes restés longtemps ensemble, Najat Vallaud-Belkacem. D'un mot, la politique, la politique, au sens de candidature à telle ou telle élection, c'est terminé pour vous? Vous avez tourné la page? Je suis élue en Auvergne-Rhône-Alpes, donc voilà. Mais vous voulez dire la politique nationale? Je verrai bien. Honnêtement, je ne fais pas de plan sur la comète. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on traverse un moment charnière, hein, vraiment sur le plan de la démocratie, entre la désinformation, entre la tentation pour l'autoritarisme. Votre famille politique, le Parti socialiste, qui brandit la menace de la censure là en septembre, tout de suite d'ailleurs demain et en septembre aussi, et que vous voyez par exemple des questions aussi importantes que celles sur les réfugiés, vous ne pensez pas qu'à un moment donné les partis doivent mettre la présidentielle dans le tiroir et bosser ensemble, notamment sur ces sujets-là, pour une fois? Alors, pour le coup, j'adorerais en effet que sur certains sujets, mais y compris les politiques migratoires, en effet, l'éducation fait partie aussi. On arrête d'une certaine façon les tensions et la politique de la polarisation, et qu'on pourquoi pas des conférences citoyennes? Vous savez, une conférence citoyenne sur des sujets comme ceux-là, pendant lesquels on déciderait d'axes communs et auxquels on ne retoucherait que d'une main tremblante pour en finir avec les débats manipulés en permanence, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays. Et honnêtement, c'est très intéressant de voir que même du côté des acteurs économiques, il y a un discours assez clair sur le fait que nous avons besoin notamment de migration économique. Hein. Pourquoi est-ce que ces acteurs-là ne sont pas entendus quand il y aurait besoin, pour le coup, d'éclairer ce sujet? Allez, merci à vous, Najat Vallaud-Belkacem, d'être venue dans ce studio de La Vérité en face sur Sud Radio. Je rappelle, avec Benjamin Michalet, Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas, paru chez Stock. Merci à vous.